Bonjour Christelle, Bonjour Tom. nous sommes le 24 juin 2017 et nous sommes arrivés au 46e sitrep. La situation dans le Donbass s'est un peu calmée, mais c'est à cause du cessez-le-feu. Tu vas nous en parler. Ça ne veut pas dire pour autant que les choses commencent à s'améliorer, on est très loin du compte, hein. Non, c'est clair. Puisque durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 328 reprises, donc moins que la semaine passée, au cours desquelles 2840 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk ont été tirés. Donc je rappelle artillerie, mortier, chars d'assaut, en baisse donc par rapport à la semaine dernière, sûrement à cause de la visite de Poroshenko à Washington. Il a été voir Donald Trump, donc l'Ukraine devait faire un peu bonne figure, donc il pouvait pas trop se permettre de tirer comme des fondus, mais aussi la visite d'Alexander Hoog, le fameux chef adjoint de la mission de l'OSCE, qui est arrivé en République populaire de Donetsk cette semaine. D'accord. Durant les dernières 24 heures, 50 nouvelles violations et 190 obus de mortiers d'artillerie ou de chars d'assaut sont venus se rajouter, dont 10 violations après minuit et 7 rien que durant les 2 premières heures du tout nouveau cessez-le-feu qui était entré en vigueur à minuit cette nuit. Oui. Toujours aussi il n'a bien. vraiment pas tenu, quoi. Je veux dire, cette violation, dès les 2 premières heures du nouveau cessez-le-feu. Oui, oui. Bon. Voilà. Ces tirs ont touché 34 localités de la République, donc de nouveau en baisse par rapport à la semaine passée, mais ça reste quand même toujours beaucoup. Ces tirs ont fait 4 morts, dont 2 civils et 1 blessé parmi les soldats en République populaire de Donetsk. Il faut y rajouter une civile qui a été blessée cette nuit lors du bombardement de Dokuchaevsk par l'armée ukrainienne. Et j'ai appris juste avant le sitrep qu'un enfant a été blessé aujourd'hui à Stakhanov en République populaire de Lugansk. Donc l'ONU qui a sorti justement un petit rapport assez édifiant sur la situation des droits de l'homme et les victimes civiles dans le Donbass. On mettra la petite carte des victimes civiles par l'ONU qui montre bien que le plus gros des victimes est quand même du côté des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ce qui montre sans aucune hésitation qui est l'agresseur et qui tire principalement sur les civils quand même. Donc faut remettre l'église au milieu du village. C'est assez édifiant, c'est très parlant cette carte. Les bombardements de la semaine ont endommagé ou détruit 46 habitations en République populaire de Donetsk. Comme la semaine dernière, les localités les plus touchées ont été les districts de Petrovski, Kievski et Kuibishevski à Donetsk, ainsi que les localités de Krutaya Balka, Sakhanka, Kominternovo et Alexandrovka. Alors, on parlait donc de ce cher Alexander Hoog de l'OSCE. L'OSCE a repris son travail d'enregistrement de la présence ou de l'absence des armes lourdes dans les entrepôts où ils sont censés se trouver. Ah, tiens. Voilà. Côté ukrainien, l'OSCE a enregistré l'absence de 62 pièces d'armement lourd qui normalement auraient dû s'y trouver et qui donc se trouvent manifestement sur la ligne de front. Entre autres, 3 lance-roquettes multiples BM-21 Grad, 8 obusiers D-20 de 152 mm, 3 BTR-80, donc ce sont des véhicules de transport de troupes blindées, 6 obusiers tractés de 122 mm, 3 obusiers D-30 tractés de 122 mm, 6 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 4 mortiers tractés de 120 mm et 29 chars d'assaut. Alors je sais bien que c'est la saison des premières récoltes, d'où le nouveau cessez-le-feu qui a été mis en place donc cette nuit à minuit. Mais enfin, ça c'est pas vraiment du matériel agricole. C'est ça. C'est pas du matériel de jardinage. Non, pas vraiment. L'OSCE, toujours que l'Ukraine a encore essayé d'instrumentaliser pour obtenir l'implication des USA sur le front du Donbass. Donc le 20 juin, des hommes habillés comme des militaires ont été envoyés pour terroriser une équipe d'observateurs de l'OSCE à Yassino-Vataya. Donc la veille d'une réunion qui avait lieu à Minsk le 21, d'habitude. La République populaire de Donetsk a alors lancé une opération d'interception qui a permis d'arrêter les hommes en question dans un véhicule doté de plaques d'immatriculation ukrainienne et qui se sont avérés n'être ni soldats ni membres d'une structure de maintien de l'ordre de la RPD, c'était de simples civils. Ils ont été interrogés pour savoir de qui ils avaient reçu l'ordre d'opérer cette provocation et il s'est avéré qu'ils ont été recrutés par le SBU dans le cadre du programme Rentrer à la maison. Alors c'est ce fameux programme du SBU qui propose une espèce d'amnistie aux
aux habitants des deux républiques populaires qui acceptent en gros de trahir. Voilà, c'est en gros, vous nous faites des petits actes de sabotage ou de l'espionnage, et puis en échange, vous allez pouvoir retourner en Ukraine blanchi de toute accusation de séparatisme ou autre connerie du même tonneau. Voilà, donc il y a eu des abrutis qui sont tombés là-dedans. Voilà, donc maintenant ils sont en prison. Faut vraiment être bête, bref. Concernant justement cette volonté d'impliquer les USA et l'OTAN, les dernières déclarations des officiels ukrainiens ne laissent pas beaucoup de doute sur ce qu'ils veulent, c'est-à-dire faire venir l'OTAN et l'armée ukrainienne en Ukraine et surtout dans le Donbass. Ainsi, le président de la Rada, ce cher Andriy Parubi, je rappelle, fondateur de Svoboda, parti néo-nazi, a parlé de la nécessité pour l'Ukraine de conclure un accord bilatéral de sécurité avec les États-Unis qui devrait inclure l'organisation d'opérations spéciales, la création conjointe de projets scientifiques et technologiques, et même le déploiement sur le territoire ukrainien de contingents militaires des États-Unis. Bon, il demande bien sûr aussi la livraison d'armes létales à l'Ukraine. Bon, je rappelle, c'est déjà le cas, mais c'est juste, ça se fait sous le manteau. Bon, je pense que plus clair que ça, l'Ukraine est une annexe de l'OTAN. Je veux dire, faut appeler les choses comme elles sont. C'est peut-être un appel du pied qui est fait d'une manière officielle pour... je dirais offrir un prétexte au Pentagone, parce que il y a quand même des doutes sur, je dirais, la volonté de Trump d'aggraver la situation dans le Donbass. Oui, bah justement, on va en reparler après, suite à sa petite rencontre avec Porky. Parce que justement, quand on regarde le discours des États-Unis suite à cette réunion, c'est pas vraiment ça. Ouais. Entre le wishful thinking, les vœux pieux des autorités ukrainiennes et ce que les États-Unis répondent, il y a quand même le Grand Canyon. Mais il reste les néoconservateurs américains. Qui vont pousser dans cette direction-là, faut pas se leurrer. Bien sûr, les McCain, etc., comme toujours. En Ukraine, on a parlé donc du SBU, et le SBU, il se laisse pas démonter, il continue toujours d'essayer de recruter des espions. Là, ils sont rabattus sur les chauffeurs de bus. Entre autres, les chauffeurs de lignes de bus qui franchissent la ligne de contact, voire celles qui vont jusqu'en Russie, parce qu'il y a quand même un certain nombre de lignes de bus qui font des liaisons entre des villes ukrainiennes, des villes de la RPD, de la RPL, mais aussi de la Russie. Bon, là, c'est surtout en face de Lugansk qu'ils ont fait ce petit cinoche. Le SBU a demandé à plusieurs chauffeurs de bus d'installer une caméra cachée dans leur bus pour filmer les routes en République populaire de Lugansk et en Russie, avant de remettre les enregistrements à leur retour en Ukraine, ainsi qu'un petit rapport écrit sur ce qu'ils auront vu sur la route. Et en cas de refus, les représentants du SBU ont promis de créer des problèmes aux chauffeurs récalcitrants, retrait de permis, problèmes avec la police routière, garde frontière, lancement de poursuites pénales pour soutien du séparatisme et financement du terrorisme, etc. etc. Enfin, si cela vous rappelle les méthodes de la Gestapo, de la Stasi, oui, non mais tout va bien. C'est ultra démocratique tout ça. Absolument, je crois que c'est une réussite là. L'apport européen au Maïdan, là, ça fait un sacré résultat, il n'y a pas de doute. Ouais, on va dire ça comme ça, effectivement. Au rayon false flag, on continue. On avait parlé de ceux d'Avdiivka, de Krasnogorovka. Les autorités ukrainiennes ont continué en prétendant que la République populaire de Donetsk avait bombardé la localité de Berdianskoye. Donc on mettra une petite carte. Après analyse des photos, il s'avère que l'armée ukrainienne a bombardé son propre territoire, puisque sur les photos venant du service de presse du quartier général de l'opération antiterroriste, on peut voir clairement que ce sont des cratères qui ont été causés par des obus de mortier de 82 mm. Si ça a été tiré par l'armée de la RPD, il y a quand même un gros problème. C'est que tous les mortiers de la RPD déjà sont dans leur zone de stockage, comme peut le confirmer la mission de l'OSCE, qui vérifie aussi les zones de stockage de notre côté. Donc déjà, il n'y a pas de mortier dehors, donc ça, on ne voit pas quand on a pu tirer. Et en plus, la localité est quand même à plus de 25 km du front. Donc hors de portée des mortiers de 82 mm. Je rappelle qu'ils ont une portée d'à peu près maximum 4 km. C'est de plus en plus tiré par les cheveux. Ah non, mais c'est vraiment lamentable. Comme preuve du bombardement, le quartier général de l'opération antiterroriste, la soi-disant opération antiterroriste, a présenté le 18 juin des photos qui datent en réalité du 19 mai.
mais ils ont juste présenté les photos qui étaient sous un angle un petit peu différent de celles qu'ils avaient présentées il y a un mois. La dernière fois, cette falsification avait pour but de cacher le fait que le régiment Azov avait tiré sur leur propre quartier général après une soirée très alcoolisée dans la nuit du 19 mai. Et donc la deuxième, le 18 juin, là, c'était pour distraire l'attention du public des affrontements qui ont eu lieu entre les unités battant en retraite de la 36e brigade de marine et secteur droit. Le conflit a éclaté à cause de l'abandon non autorisé d'un certain nombre de positions près de Mariupol. Donc on en avait parlé lors du précédent CITREP, de ces unités ukrainiennes qui ont lâché leur position pour les céder à la République populaire de Donetsk. Et ben, il semble que secteur droit n'a pas beaucoup apprécié et donc ils se sont battus avec la 36e brigade pour avoir abandonné leur position. Donc c'est de mieux en mieux, quoi. Il n'y a pas qu'en République populaire de Donetsk, en République populaire de Lugansk aussi, on a eu droit à un false flag du même Maccabi. Cette fois, c'est la localité de Chastier qui a été prise pour cible par l'armée ukrainienne, alors qu'elle est sous contrôle de Kiev. Donc là aussi, on va mettre une jolie petite carte pour montrer. Petit problème, c'est que l'origine des tirs, qui est pourtant très, très claire, n'a pas été indiquée par la mission de surveillance de l'OSCE dans leur rapport. Ils ont omis de mentionner la direction du tir. Ah oui. Donc, quand on parle quand même de compromission entre l'OSCE et l'Ukraine, c'est pas une vue de l'esprit. Il s'avère que le tir venait des positions de la 14e brigade des FAU située à 1,5 km au sud de Stary Haïdar, où se trouvent entre autres des mortiers de 82 mm qui bombardent indifféremment les positions de la milice populaire de la RPL ou le village de Chastier. Donc, il tire avec la pièce de monnaie, non pile ou face, voilà. Tiens, aujourd'hui, ce sera les positions de la RPL. Ah, tiens. Maintenant, on tire sur le village de Chastier. C'est magnifique quand même. Non, mais franchement, je plains les civils qui vivent dans la zone occupée par l'armée ukrainienne parce que c'est un vrai jeu de roulette russe, là, cette histoire. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. On parlait tout à l'heure de la petite carte de l'ONU. Il y a quand même, on le voit sur cette carte, des blessés et des morts civils aussi côté occupé par l'armée ukrainienne. Il y en a quand même un certain nombre qui sont dus à ces opérations sous faux drapeau. Il faut quand même bien se le rappeler. Ça permet déjà de relativiser de beaucoup les victimes civiles qui sont imputables à la RPD et la RPL. Donc on parlait justement de tous ces localités qui sont occupées par l'armée ukrainienne. Les gens se plaignent quand même de plus en plus. Ainsi, les habitants de Polovinkino dans le district de Starobelski, contrôlé par Kiev, se sont plaints au ministère de l'Intérieur de la RPL concernant le bataillon néo-nazi Haïdar, qui est presque aussi connu que Azov. La ligne téléphonique du ministère de l'Intérieur de la RPL en fait continue de recevoir des plaintes venant d'habitants de ce district concernant le comportement outrancier du bataillon Haïdar. La majorité des problèmes sont causés dans la localité de Polovinkino où se situe en fait la base de ce bataillon néo-nazi. En plus du vol, harcèlement, insultes, les soldats d'Haïdar font souvent des grosses fiestas bien alcoolisées qui se transforment en séances de pêche à la grenade, ou en entraînement en stand de tir sur place. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, entre autres, il semble qu'il y ait un certain nombre de filles de joie, pour rester... dans un registre politiquement correct, qui sont amenés pour aider les soldats du bataillon Haïdar à se détendre, qui, lorsqu'elles viennent sur place, on leur file une arme, puis on leur permet de tirer sans aucune mesure de sécurité, bien entendu. Oui. Voilà. Donc il y a eu au moins 5 cas qui ont été signalés pour le moment. Quand les habitants se plaignent auprès du commandement du bataillon en demandant de faire respecter la loi, en gros le commandement s'en fiche, ignore les réclamations et les soldats menacent les demandeurs physiquement ou avec une arme. Enfin, tout va bien, quoi. Donc, c'est des nazis. Alors, oui. Et quand on le dit, on nous dit qu'on est obsédé et qu'on voit des nazis partout. Écoutez, vous disiez ça aux gens qui subissent ça, parce que la pêche à la grenade, c'est vachement discret. Oui, puis c'est paisible. Dangereux, en plus. C'est paisible, c'est paisible la grenade quand elle explose, qui de faire monter des poissons à la surface complètement sonnés. Oui, c'est paisible. C'est sûr qu'il vaut mieux pas pêcher à côté, parce que le mec qui loupe un lancer de grenade dans un état d'ébriété, t'es pas sûr d'en sortir toi.
c'est ça, quoi. Et bon, quand on regarde, hein, on parlait assez fréquemment hein, de la situation des soldats ukrainiens, de l'armée ukrainienne, qui est tellement mauvaise que même le ministre de l'Intérieur, hein, ukrainien, Arsène Avakov, qui a été obligé récemment d'admettre que 500 soldats ukrainiens se sont suicidés après leur retour du front dans le Donbass. Ouais, ça en dit long. Hein. Ça veut dire que les types, ils ont des cas de conscience violents. Hein. Voilà, hein, pour en arriver là, sans parler des plaintes pour violences domestiques dans les familles des soldats qui sont rentrés, qui ont été multipliées par 8 depuis 2015. Au rayon, hein, ce qu'on parle souvent, hein, des accidents qui ont lieu dans la zone occupée du Donbass à cause des soldats qui sont alcoolisés ou sous l'effet de drogue. Et ben, ça commence maintenant à se répandre dans d'autres zones d'Ukraine, puisqu'à Ivano-Frankivsk, donc dans l'ouest hein, de l'Ukraine, hein, normalement à l'autre bout de l'Ukraine, un soldat ukrainien qui a été drogué a tué un garçon après l'avoir percuté avec sa voiture. Il a ensuite essayé de cacher les faits en jetant le corps du garçon dans des buissons. C'est sordide. Donc il y avait des témoins qui ont voulu appeler une ambulance. Il a dit non, je vais l'emmener à l'hôpital. Et en fait, au lieu de l'amener à l'hôpital, il a jeté son corps sur la route, quoi. Et ensuite, il a essayé de vendre la voiture sur Internet. C'est cynique. Voilà. Non, mais c'est à vomir. Hein. C'est vraiment à vomir. Donc il a été retrouvé grâce aux réseaux sociaux et arrêté. Et donc, bah voilà, il y a une famille qui a perdu un petit garçon qui était adorable, qui était mignon comme tout. Et je rappelle que dans le Donbass, ce genre d'accidents de la route sont plus que courants. Donc j'adresse toutes mes condoléances aux parents de ce petit garçon qui viennent de découvrir les joies du comportement des soi-disant héros de l'Ukraine, hein, les vétérans de l'opération antiterroriste. Voilà, ils viennent de malheureusement découvrir de manière assez sordide ce que les gens du Donbass connaissent depuis 3 ans. Donc là, on voit que ça commence quand même à... Ça ressemble à la démystification des rebelles modérés en Syrie, ça. Hein. Ouais. Le problème, c'est que c'est un petit gosse qui avait rien demandé à personne qui a morflé. Ouais. Là, je veux dire, là, franchement, c'est... Donc j'espère que ça va un petit peu ouvrir les yeux quand même des Ukrainiens sur ce qu'il en est de leur héros de l'opération antiterroriste. Hein. Ah ben, j'espère que le soldat va aller en tôle et il n'en sortira jamais, hein, parce que là, c'est pas possible. Hein. J'espère aussi. Possible. Si on regarde des choses un petit peu plus positives, on va parler d'économie, entre autres celle de la République populaire de Lugansk. Donc on avait parlé les dernières fois de la République populaire de Donetsk principalement, mais ce n'est pas la seule dont l'économie se redresse. L'économie de l'RPL montrait aussi un développement positif. Ainsi, durant les 4 premiers mois de 2017, le nombre de sociétés enregistrées en République populaire de Lugansk a augmenté de 1909 sociétés pour atteindre un total de 47 590 au 1er mai 2017. Si on remonte à 2 ans en arrière, le nombre de sociétés enregistrées a été multiplié par 20. Donc c'est quand même énorme. C'est très bien. Donc on voit qu'il n'y a pas qu'en République populaire de Donetsk, qu'en République populaire de Lugansk aussi, de nouvelles sociétés sont créées et enregistrées quotidiennement. Parce que presque 2000 en 4 mois, ça fait quand même à peu près une petite moyenne de 500 sociétés par mois, c'est pas mal quand même. Hein. Faudrait comparer à ce qui se passe en Ukraine avec le prorata. On risque d'avoir peur hein, si on voyait les résultats, je pense. Hein, parce que... si d'un côté, c'est-à-dire les républiques, les choses s'améliorent, de l'autre côté, c'est... De l'autre côté, c'est le désastre, hein, comme on en parlait la dernière fois. C'est le grand plongeon. Ouais. D'ailleurs, l'Ukraine commence à avoir quand même peur, hein, entre autres du fameux projet Nord Stream 2, donc je rappelle qu'il est un projet de gazoduc passant par la mer Baltique, visant à approvisionner l'Europe en gaz russe sans passer par l'Ukraine, puisqu'actuellement l'Ukraine, je le rappelle, est un hub, hein, donc un gros point central, un gros nœud de transit du gaz russe vers l'Europe, hein, ce qui permet à l'Ukraine d'avoir un petit levier de chantage sur tout le monde. Ça. Et le projet Nord Stream 2 avance, entre autres, grâce à l'Allemagne, hein, qui est quand même intéressée à continuer à recevoir du gaz russe, mais qui en a un petit peu assez que l'Ukraine puisse utiliser ça comme outil de chantage. Et donc, l'Ukraine a demandé, ni plus ni moins aux États-Unis, de sanctionner les pays qui participent au projet Nord Stream 2, sous prétexte que ce projet menace l'unité européenne.
Rien que ça. Hein. Là, on est carrément, ça menace l'unité européenne. Hein. Il vaut bien qu'ils trouvent une raison, oui, un prétexte, oui, même bah, si c'est complètement loufoque. Hein. Oui, voilà. C'est loufoque. C'est complètement loufoque. Bon, on comprend hein, que les autorités ukrainiennes s'inquiètent en voyant avancer un projet qui va les priver non seulement d'une manne financière importante, hein, puisque l'Ukraine touche une taxe de transit, hein, oui, tout à fait. mais aussi, donc, je le disais, d'un outil de chantage sur la Russie et sur l'Europe, hein, puisqu'ils peuvent fermer les robinets, hein, donc ils peuvent foutre tout le monde dans la merde grâce à ce transit du gaz russe sur le territoire ukrainien. On rappelle que l'Ukraine, dans son délire russophobe, ne veut plus acheter directement du gaz à la Russie, mais en achète quand même, mais plus cher aux pays européens, donc en demandant de leur rétrocéder du gaz, et refuse que ce gaz, venant pourtant soi-disant du pays agresseur, transite ailleurs que par son territoire. Donc là, si nos auditeurs cherchent la logique et la cohérence dans ce bazar, bon courage. Hein. Moi, j'ai renoncé. Hein. Oui. Mais d'ailleurs, pour continuer dans cette direction-là, je crois que Angela Merkel commence à devenir de plus en plus insistante dans son opposition à la reconduite des sanctions américaines contre la Russie, enfin des sanctions européennes qui suivraient les sanctions américaines contre la Russie. Probablement pour cette raison-là. C'est-à-dire que effectivement le Nord Stream 2 arriverait en Allemagne, ouais. En réalité. Et évidemment, si l'Allemagne s'amusait à voter les sanctions contre la Russie, ça pourrait bien énerver Moscou, qui pourrait se dire vous êtes gentil, hein, mais à ce moment-là vous irez vous faire voir pour le gaz, parce que nous on a un client qui est tout trouvé, ça s'appelle la Chine. Hein. Ça c'est clair, hein. C'est pas les clients qui manquent pour le gaz russe, hein. Donc là ils ont tous intérêt un petit peu à faire attention, parce qu'à force de jouer avec ce qui est quand même un des gros fournisseurs de gaz de l'Europe, ils pourraient bien se retrouver privés du précieux combustible, hein, quand même. Absolument. Donc, voilà, si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, ça s'arrange pas, hein. La situation politique devient des plus instables, Poroshenko se retrouvant menacé en fait de destitution par Yulia Tymoshenko et son parti. Son parti Union pan-ukrainienne patrie, hein, suite à une initiative du parti de Tymoshenko, le conseil régional de Kiev a appelé la Rada à légiférer sur la destitution du chef de l'État. Donc ça c'est quand même assez sérieux quand même. Donc, entre autres, les députés régionaux ont demandé au Parlement ukrainien de respecter ses engagements constitutionnels devant le peuple ukrainien en réglant toutes les procédures législatives qui seraient nécessaires pour pouvoir révoquer le président ukrainien par destitution. Entre autres, ils appellent la Rada à adopter une nouvelle loi portant sur des commissions d'enquête temporaire, une commission spéciale d'enquête temporaire et des commissions temporaires spéciales de la Rada suprême de l'Ukraine. Donc, ils veulent mettre en place des espèces de tribunaux d'exception, hein, qui permettront de juger en fait le président ukrainien, si on regarde ça en clair. Donc, cette destitution, selon ces députés régionaux, serait la seule façon de faire valoir la responsabilité constitutionnelle du président s'il commet des crimes. Les membres du parti de Tymoshenko ont souligné que tous les présidents ont peur de l'adoption du mécanisme de destitution. C'est pourquoi ils empêchent de combler les lacunes dans la législation. Et les ultranationalistes ukrainiens en sont même presque accusés Poroshenko d'être pro-russe, hein, quand il parle de renverser l'oligarchie gouvernementale alliée à la Russie. Hein. Voilà, si ça vous rappelle un petit quelque chose, hein, je rappelle qu'Yanukovych avait été accusé de la même chose avant d'être renversé. Hein, donc, Poroshenko qui serait pro-russe, ça prête quand même un peu à sourire. Hein, bref. On appelle ça un panier de crabes, hein, c'est ça? Ouais. D'ailleurs, Yulia Tymoshenko a déclaré que Poroshenko aurait mérité déjà d'être évincé du pouvoir au moins déjà 5 fois. Donc l'ambiance est quand même, c'est mieux en mieux. Quand j'avais dit que celle-là, elle allait finir par ressortir, la fameuse princesse du gaz, comme elle avait été surnommée. Donc là, on voit qu'effectivement, elle commence à vouloir être calife à la place du calife. Hein. La fausse blonde avec la grosse natte, là, ouais, la fausse blonde. Là. Celle qui a fait une grève de la faim aussi.
qui est soi-disant qu'elle était à l'article de la mort dans sa prison quand ça avait été arrêté hein, pour corruption, détournement de fonds et tout et tout. Elle avait été libérée quand Yanukovych avait été renversé. Ah ouais. Elle est très. Elle remercie Poroshenko, non? T'inquiète pas. Bah, c'était la folle qui avait dit qu'il fallait raser nucléairement les russophones. Du Donbass. Ouais. C'était elle qui avait dit que l'Ukraine aurait dû garder l'arme nucléaire pour pouvoir vitrifier tout ce petit monde. Quoi. Ouais. Ça en dit long quand même, hein. C'est une sacrée folle. Hein. C'est le même acabit que Clinton, mais version ukrainienne. Bah, disons que ça n'a pas l'étiquette nazie, mais ça a exactement les propos et les intentions. Hein. Oui. Il n'y a pas de différence. On avait parlé hein, du concours de l'Eurovision qui avait eu lieu au mois de mai. Hein, l'Ukraine n'a pas fini de payer la note très salée de l'Eurovision, puisque un peu plus d'un mois après le concours, la Suisse a saisi les 15 millions d'euros de garantie financière que l'Ukraine avait versé à l'Union européenne de radio-télévision, donc la UER, afin d'assurer l'organisation du concours. Comme l'Eurovision s'est tenue avec succès, normalement la somme déposée aurait dû être restituée à l'Ukraine, mais il semblerait que l'UER voit ça d'un autre œil. Ah ouais. Voilà. Donc l'UER a indiqué à la Compagnie nationale publique de diffusion d'Ukraine, la NSTU, que la direction à Genève chargée du recouvrement des créances avait lancé une procédure de saisie des fonds en question, sans toutefois en expliquer les causes. Donc la NSTU a de son côté fait appel à un cabinet d'avocats suisses pour enquêter sur les circonstances de la cause et déterminer les modalités d'application de la procédure. Bon, ça c'est parce que le côté ukrainien ne veut pas admettre, mais à mon avis ce qui s'est passé c'est qu'ils n'ont pas payé les factures de leurs fournisseurs, etc. Ouais. Que ces derniers ont réclamé directement à l'Union européenne de radio-télévision et que l'UER a dit on récupère la caution et ça servira à payer les créanciers. Quoi. Donc voilà. Ils croyaient que c'était gratuit, non? Que le président du jury était même pas sûr d'être payé. Hein. J'envoie nos auditeurs, au CITREP en question, où ce brave président du jury n'avait même pas de contrat de travail et était même pas sûr d'être payé à la sortie. Ah oui, c'est ça. Il croyait que c'était gratuit, hein, sans doute. Voilà, à mon avis, c'était ça. Voilà. Ukraine toujours. Igor Goujva, le propriétaire du site strana.ua, un site d'information ukrainien en langue russe, a été arrêté peu après que le SBU ait mené une perquisition dans les bureaux du site. Le procureur général ukrainien Yuri Lutsenko a écrit sur son mur Facebook jeudi que Goujva a été arrêté après qu'il ait exigé et reçu $10 000 d'un politicien ukrainien pour ne pas publier des informations compromettantes sur lui. Goujva a déclaré que c'était une accusation bidon. Donc, je ne sais pas où est la réalité là-dedans, mais il faut rappeler que Strana.ua avait déjà fait l'objet de plusieurs perquisitions en 2014-2015 pour soupçons d'évasion fiscale et soupçons de séparatisme. Ouais, donc ça pourrait bien être une cabale. Ça pourrait bien, comme ça pourrait être un énième cas de corruption made in Ukraine. Ouais. Avec eux, tout est possible. Pendant ce temps-là, à Kiev, ou plutôt pendant ce temps-là, à Washington, donc on a parlé de la visite de Poroshenko, hein, qui était tout content d'annoncer qu'il rencontrait Donald Trump avant Vladimir Poutine. Hein, il s'en est même vanté sur son site officiel. Je rappelle que Poroshenko a un site officiel. Hein. J'aurais cru lire l'annonce d'un gosse de 5 ans, tout fier d'avoir reçu un carambar avant son voisin. Quoi. Tu sais, c'est vraiment... C'est la consécration à Porky. Voilà. Hein? Bon. Alors le plus drôle, ça a été qu'après sa rencontre avec Trump, Poroshenko a bien sûr fait des déclarations grandiloquentes selon lesquelles le président américain voulait élargir la coopération militaro-technique avec l'Ukraine. Le petit problème, c'est quand tu regardes les déclarations qui ont été faites sur le site officiel de la Maison-Blanche, la Maison-Blanche, de son côté, s'est fendue d'une déclaration ultra laconique. Je pense qu'elle devait faire 4 lignes, ou 5, en tout pété. Disant que le président américain avait discuté avec son homologue ukrainien du, je cite, soutien à la résolution pacifique du conflit dans l'est de l'Ukraine et de l'agenda de Poroshenko concernant les réformes et les efforts de lutte contre la corruption. Ouh là là, ça va pas du tout dans la même direction, hein.
Voilà. Bon, il a rencontré aussi le vice-président américain. Donc je dis, je vais aller regarder la déclaration du vice-président américain. Bon, c'est pas beaucoup plus étoffé. Il y avait 2 paragraphes qui disent peu ou prou la même chose. Soutien à la résolution pacifique du conflit, aux réunions au format Normandie pour mettre en œuvre les accords de Minsk, et l'importance de poursuivre les réformes, entre autres, dans la lutte contre la corruption. Donc, aucune trace de la coopération militaro-technique dont parle Poroshenko dans sa déclaration, à croire que les différents intervenants n'ont pas assisté aux mêmes réunions. Oui, Ou que Poroshenko prend ses désirs pour la réalité, fait des déclarations en espérant que ça va aider ses rêves à devenir vrais. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en anglais du wishful thinking. Hein. Oui. Hein, on prend ses rêves pour la réalité et on déclare que c'est ce qui s'est passé. Ah oui, il est très fort ce garçon. Hein. Ouais. Sauf qu'à un moment, il faut qu'il revienne à la réalité, comme son prédécesseur qui nous offre ce deuxième pendant ce temps-là à Kiev. L'ex-président ukrainien Leonid Kuchma, qui semble se réveiller assez soudainement en découvrant que l'Union européenne a mis l'Ukraine à genoux et qu'il ne faut pas compter sur son aide. Ouais. Mais il a bien roupillé depuis. Hein. Ouais, ça fait un petit moment qu'il roupillait. Hein. Donc je vais citer ce cher Leonid Kuchma qui a dit « Nous nous réjouissons de notre libre choix de l'Europe et nous négocions avec elle, donc l'Union européenne, mais que vendons-nous ? Rien que du blé et du miel, et les quotas sont très stricts. Nous avons utilisé notre quota dès le premier trimestre, alors maintenant les Européens nous mettent à genoux, nous demandent de couper du bois et de le leur apporter. Où est leur aide à l'Ukraine ? Une fois que nous serons dans la misère, qui aura besoin de nous ? Donc il a aussi pleuré sur le fait que tout le monde en Europe avait déjà oublié l'Ukraine en signalant que dans les médias de masse européens, plus personne ne parle de son pays. Hein. Donc on avait parlé de la coupe du bois intensive la dernière fois. Voilà, j'allais y venir. Effectivement, il y a un lien très direct là. C'est-à-dire qu'il se plaint que le bois ukrainien soit la convoitise des Européens. On peut comprendre la déforestation de l'Ukraine là, de ce point de vue. Voilà, c'est 1 + 1 = 2. Mais bon, ça me fait un peu rigoler. Les gars, c'est maintenant que vous vous réveillez. Ça fait 3 ans qu'on dit depuis le Maïdan que vous avez été juste des pions, des marionnettes des États-Unis, de l'Union européenne, et que dès que vous serez plus utile, ils vont vous jeter comme une vieille chaussette sale et trouée. Et puis c'est tout. D'ailleurs, c'est peut-être déjà en train de se faire. Hein. Voilà, donc là quand je vois Poroshenko qui plane sur son petit nuage et qui nous fait ses déclarations en mode bisounours, je prends mes désirs pour des réalités, et puis que tu vois Leonid Kuchma qui d'un seul coup se réveille, genre ils sont en train de nous mettre à genoux et de nous plonger dans la misère, les enfants, et ça a été président de l'Ukraine ce gars-là, il a été président du pays, et c'est maintenant qu'il réalise 3 ans après la révolution du Maïdan ce qui était clair pour tous les analystes sérieux depuis le début, à savoir que l'Union européenne et les États-Unis allaient piller l'Ukraine, allaient la mettre à genoux, allaient la ruiner, et la jetteraient dès qu'ils n'en auraient plus besoin. Écoute, c'est le réveil des tocards, hein. Ça veut dire que il faut le temps, hein. Il faut que ça lui explose en plein visage, parce que si ça se trouve, il n'aurait pas réagi de cette sorte-là. S'il avait probablement eu, lui, mais on ne saura pas, des ennuis très directs liés à ça. Hein. Parce que je pense que... c'est quasiment tous des gens qui tremblent dans le business. Donc, c'est des gens comme Poroshenko, comme Rinat Akhmetov, qui sont à la fois impliqués en politique, à la fois, ou Rabinovitch aussi, qui mouillent à la fois dans le business et dans la politique. Donc clairement, quand le business ukrainien s'effondre, ces gens-là, bien entendu, leurs finances morflent. Donc c'est maintenant que vous vous réveillez, quoi. Il a dû voir que l'Union européenne lui avait fait un truc à l'envers dans son dos, et puis il s'en est rendu compte au moment où il escomptait de faire une bonne affaire, et puis il s'est retrouvé le nez dans l'eau. Il s'est retrouvé le nez dans l'eau, voilà. Donc ça me fait un peu rigoler. Donc, quand je dis que l'Union européenne et les États-Unis sont en train de ruiner l'Ukraine, c'est pas... faut arrêter de me calquer des trucs. J'en ai vu quelques-uns dans ceux qui commentent sous certains de mes articles, comme quoi je souhaite la destruction et la ruine de l'Ukraine. Non, l'Union européenne et les États-Unis s'en chargent très bien tout seuls. Oui, puis d'ailleurs, ça n'a pas grand sens de souhaiter la ruine d'un pays
C'est juste parce que ça va rendre encore plus malheureux des dizaines de millions de personnes à cause d'une poignée d'extrémistes néo-nazis, de crétins, d'escrocs, d'arrivistes, d'oligarques corrompus et de politiciens véreux qui cherchent tous à s'en mettre un maximum dans les poches, qui se sont fait berner par les USA et l'Union européenne et qui seront laissés sur le bas-côté dès qu'ils ne seront plus utiles. C'est ça qui est en train d'arriver à l'Ukraine, et ce n'est pas seulement moi qui le dis, maintenant même l'ex-président ukrainien Leonid Kouchma dit exactement la même chose. Voilà, donc c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une invention de ma part, c'est pas des petits délires personnels, non, on le voit, je veux dire, quand un ex-président ukrainien te dit exactement la même chose, te dit que l'UE est en train de mettre l'Ukraine à genoux, ce serait peut-être temps d'écouter un peu là quand même, et de se rendre compte que vous êtes tous bien fait avoir, et... Mais d'ailleurs, c'est là qu'on peut voir la nocivité de l'Union européenne. C'est ce qui se passe en Ukraine, quoi, parce que c'est sa faute, c'est sa faute. Bien sûr. En encourageant. L'Union européenne avait participé à l'élaboration de l'accord entre Yanukovych et l'opposition. Ils se sont assis dessus, ils ont renié cet accord à peine 24 heures après sa signature. L'Union européenne cautionne, soutient financièrement le gouvernement de Porochenko qui commet un véritable génocide dans le Donbass. Donc on voit la situation de l'Ukraine qui ne va qu'en s'aggravant. La situation politique devient quand même très instable. On voit que Timoshenko essaye de renverser le pouvoir. Elle pourrait peut-être réussir si elle s'allie entre autres avec tous les radicaux, etc., tous ceux qui ont fait le blocus du Donbass, etc. Donc ça commence quand même à devenir très très dangereux. On voit, on a vu aussi la semaine dernière cette histoire de vote pour changer le nom d'opération antiterroriste, etc. Enfin, pour cette loi de réintégration du Donbass. Donc on voit qu'il va y avoir une tentative de relancer quelque chose ici parce que la situation devient ingérable à l'arrière. Donc on va voir comment ça va se tourner, mais on voit qu'ils deviennent hystériques en Ukraine, à demander l'implication militaire des États-Unis et de l'OTAN, à essayer des provocations contre les observateurs de l'OSCE, etc., etc. Donc on peut effectivement craindre que les néocons américains poussent le Pentagone à faire ce genre de conneries, aux dépens de Trump, qui a pas l'air d'être très... Non, parce que quand on regarde effectivement les déclarations côté Maison Blanche, c'est quand même très... C'est très mesuré, c'est très... on est pour la résolution pacifique du conflit, continuez à bosser sur vos réformes pour lutter contre la corruption, point barre. On voit aucun discours va-t-en-guerre de la part de la Maison Blanche. Bon, malheureusement, c'est pas Trump qui décide, c'est l'État profond, le Pentagone, la CIA. Donc, en fait, t'as 3 gouvernements aux États-Unis et ils se font la guéguerre entre eux pour savoir lequel décidera au final. Donc, c'est un peu la grande inconnue, mais je pense que l'été va être assez chaud dans le Donbass, et pas que à cause des températures extérieures. Puis la patience de Moscou pourrait très bien s'arrêter assez rapidement, d'autant surtout qu'on voit un sabotage total des accords de Minsk. Ça a été encore rappelé par Denis Pouchiline cette semaine, qui a signalé que plus l'Ukraine perd du temps à implémenter les accords de Minsk, plus la RPD et la RPL s'éloignent de Kiev de manière définitive. Moscou en a assez de devoir rappeler que c'est à l'Ukraine de voter les lois, d'appliquer le cessez-le-feu, que ce n'est pas la Russie qui peut voter les lois à la Rada de plus grande autonomie des 2 oblasts de Donetsk et de Lugansk, d'organisation des élections régionales, etc. etc. Donc, à un moment, je pense qu'on va arriver dans une impasse. On est en train de s'y diriger joyeusement. Et à un moment, une fois que l'Ukraine sera au fond de l'impasse,
Et Il n'y aura pas moyen de faire demi-tour, donc ils vont aller jusqu'à la confrontation. Alors, est-ce qu'ils vont se contenter d'aller à la confrontation avec les RPD et les RPL en lançant une offensive, ou est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur délire et déclarer ouvertement la guerre à la Russie? Ça, c'est la grande inconnue. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont frappés. Mais ouais, quand on voit ce nouveau cessez-le-feu il n'a même pas tenu 1 heure, même pas. Et d'ailleurs, comme tu l'avais déjà abordé dans un des sites rep, il y a quand même déjà un petit moment, le véritable président, c'est Yanukovych. Hein, ouais. Et au moment où il y a eu Maïdan, Yanukovych avait envoyé un document officiel à Moscou pour demander à l'armée russe d'intervenir en Ukraine. Et il se peut bien que Poutine décide d'appeler Yanukovych et lui dire alors j'interviens ou j'interviens pas. Et j'imagine que Yanukovych ne va pas attendre 50 ans pour signer un nouveau papier qui sera une nouvelle demande d'intervention militaire russe dans le Donbass. Hein. Donc on va voir comment ça va se régler, mais oui, on sent quand même une certaine nervosité ici. On sent quand même que les gars s'attendent à ce que ça dérape sur le front, et on va voir comment ça va tourner, mais je pense que l'été risque d'être bien chaud quand même. Ouais. Alors comme toujours, hein, on peut faire un site rep en pleine semaine. Voilà, si jamais il y a besoin. Donc, mais là, quand je vois ce nouveau cessez-le-feu qui a même pas tenu, que dès les 2 premières heures, il y avait déjà 7 nouvelles violations du cessez-le-feu en République populaire de Donetsk. Bon, je suis pas, de la part de l'armée ukrainienne, je suis pas du tout optimiste. Je veux dire, ils tiennent de moins en moins longtemps et ils sont de moins en moins efficaces et de plus en plus rapprochés. Donc là, quand même pas terrible comme résultat. Donc voilà, donc je te dis, je les espère à la semaine prochaine pour le prochain site rep sur le Donbass. Oui. Merci Christelle, samedi prochain, et puis bonne semaine, si possible. Hein. Voilà. Ouais. Au revoir. Au revoir.